présent Finances personnelles, comme nous le faisons régulièrement le vendredi, avec aujourd'hui un thème autour de la transmission, l'enjeu de la transmission, et c'est Aurélie Alamijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, qui est à nos côtés pour en parler. Bonjour et bienvenue Aurélie. Bonjour Grégoire. On prend le cas, alors il faut choisir un cas, parce qu'évidemment sinon difficile d'être exhaustif sur ce sujet de la transmission, mais si on prend le cas d'un chef d'entreprise qui a réalisé sa cession de sa ou de ses sociétés, bien accompagné évidemment, c'est une période clé de la vie d'un chef d'entreprise et de la vie tout court, quand on vend son entreprise, rappelons-le au passage, et qui veut quand même continuer d'organiser son patrimoine, en ne fermant aucune porte, en vue de pouvoir continuer éventuellement à transmettre au long de sa vie à ses héritiers. Déjà, premier point, peut-être, il a déjà pu transmettre, il faut le rappeler, au moment de la cession, Aurélien. On a déjà évoqué ce cas avec vous, mais il faut en redire un mot peut-être. Il faut revenir dessus, effectivement. La cession d'entreprise, c'est le moment, évidemment, dans la vie d'un chef d'entreprise où il va réaliser, il va rendre liquide son patrimoine professionnel, matérialiser donc un montant important. On lui souhaite de liquidité, net d'impôts. Et souvent, si effectivement il était bien accompagné d'un ingénieur patrimonial, de son banquier privé, de son notaire, de son avocat, bref, de tous les spécialistes de la cession d'entreprise, de son environnement juridique et fiscal, il aura très probablement, s'il a un souhait de commencer à transmettre son patrimoine de son vivant, fait précéder la cession de ses titres de la donation d'une fraction du capital de l'entreprise au profit de ses enfants, voire des petits-enfants, voire dans certaines circonstances du conjoint. Donc là, c'est déjà bien d'enclencher les choses. C'est déjà un premier point, donc d'avoir anticipé cet aspect-là. Ensuite, et vous l'avez dit effectivement, l'histoire ne s'arrête pas là, même si effectivement le plus gros aura sans doute été fait, on ne s'arrête pas de réfléchir, parce que c'est finalement aujourd'hui de la structuration de mon patrimoine post-cession, voilà, de la façon dont je vais organiser le placement des liquidités conformément à mes objectifs, que va dépendre derrière toute ma stratégie en matière de transmission de patrimoine pour finalement les années restant. Oui, c'est ça, les années restantes, et il peut y en avoir beaucoup, heureusement. Et justement, il y a deux chemins. Il y a l'idée de transmettre au moment du décès, et puis l'idée de quand même pouvoir continuer à transmettre de son vivant jusqu'à son décès. Voilà. Alors, transmission par décès, évidemment, voilà, c'est tout ce qui va se passer du fait du dénouement de l'ouverture d'une succession. Donc, ça va concerner à la fois des actifs classiques dits de droit commun, l'habitation, l'immobilier, la résidence secondaire, l'immobilier locatif, tout ce qu'on peut avoir, valeur mobilière, compte titre, etc., PEA. Et puis, on a aussi tout ce qui est transmis via le vecteur de l'assurance vie. Bien sûr. C'est-à-dire qui est quand même un outil aujourd'hui, un cadre juridique et fiscal de gestion financière, d'actifs financiers, qui est très, très adapté, qui est très performant, tant pendant la phase d'épargne au regard de l'impôt sur le revenu, puisque c'est un outil de capitalisation, qu'en matière de transmission par décès, puisque ça permet d'organiser sur mesure vraiment la transmission de capitaux au profit des personnes qu'on a désignées. Oui, c'est ça, sur mesure, parce qu'il y a un travail d'ingénierie qu'on peut faire autour de l'assurance vie, y compris quand on espère le plus tard possible, mais y compris dans une logique de transmission au décès. Alors, il y a plusieurs axes en matière d'assurance vie. On pourra en parler des heures et des heures. Il y a tout un travail déjà sur la façon dont on va souscrire le contrat d'assurance vie, notamment si on est marié. Est-ce qu'on fait une souscription conjointe par les deux époux, ou est-ce qu'on fait ce qu'on appelle une souscription unipersonnelle, seule une personne est donc souscripteur assuré. Puis il y a tout ce travail effectivement sur la clause bénéficiaire, qu'il est bon d'ailleurs de réactualiser. C'est pas parce que on a rédigé sa clause en un instant T que dans 5 ou 10 ans on ne peut pas la modifier. Ça peut se modifier à tout moment, et donc c'est très bien de le faire. Puis à côté, il y a la transmission aussi du vivant. C'est ça. Donc, le décès est traité avec l'assurance vie notamment, qui reste l'outil par excellence pour optimiser cette opération. Et puis de son vivant. Si on ne veut pas se fermer de porte, quelles sont les options pertinentes, justement? La transmission, donc déjà du vivant, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose d'irréversible. Donner, c'est donner, excusez-moi. Mais voilà, notamment si on donne de la pleine propriété. Donc il faut quand même avoir en tête qu'avant de prendre une décision et d'enclencher
effectivement une donation, que si notamment on donne de la pleine propriété, eh bien c'est tout un pan de son autonomie patrimoniale qui s'efface. Voilà, on ne peut plus compter sur les actifs qu'on a transmis. Alors il y a peut-être un chemin intermédiaire, c'est même pas peut-être, c'est qu'il y a un chemin intermédiaire qui est ce qu'on appelle la donation démembrée, le recours au démembrement de propriété. C'est-à-dire concrètement, on prend un exemple, un parent transmet à un enfant la nue propriété d'un actif et s'en réserve l'usufruit. Aujourd'hui, la pleine propriété, quand on parle de pleine propriété, c'est la réunion de deux droits, le droit sur la nue propriété et le droit sur l'usufruit. Ouais. Le droit sur l'usufruit, en fait, l'usufruit conférant à son titulaire le droit de jouir du bien donné et d'en percevoir les revenus. Donc, on peut faire ce type de transmission, de sorte que finalement, on a commencé à transmettre en renvoyant de la nue propriété vers, par exemple, un enfant. On a conservé l'usufruit afin de conserver finalement un contrôle de l'actif qu'on a transmis. Et comme cet usufruit est viager, il s'éteindra au décès de l'usufruitier. Et à ce moment-là, l'usufruit rejoindra la nue propriété et consolidera entre les mains du nu propriétaire la pleine propriété. On peut, en termes d'actifs, oui, on peut démembrer de l'immobilier, mais on peut démembrer aussi des valeurs mobilières. Oui, tout à fait. Ah ouais. Alors, on peut pas, par exemple, on parlerait pas de démembrement de propriété, ni même de donation, par exemple, sur un PEA. Mais on peut tout à fait démembrer, avoir un démembrement, une donation démembrée sur un compte titre, un compte titre ordinaire. Voilà. Quelles sont les autres options là dans cette idée de donation, Aurélie ? Alors, déjà, ce qu'il faut peut-être voir aussi, c'est, avant de parler d'options, peut-être de reparler de stratégie. De voir que la donation, ce qui me semble important à dire, elle est encouragée au plan fiscal. Oui. Même si effectivement la donation, les règles ont pu être par le passé plus favorables, la donation, la donation doit s'envisager comme permettant finalement de transmettre progressivement pour les années restantes. Je reprends l'exemple, la situation que vous évoquez, pour les années restantes à venir, peut-être à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les droits de donation, si on fait une petite parenthèse sur l'aspect fiscal, les droits de donation sont déterminés de la façon suivante. Par exemple, en ligne directe, c'est-à-dire entre un parent et un enfant, vous avez, si on n'a pas procédé à des donations dans les 15 précédentes années, un abattement de 100 000 euros qui est disponible. Ça veut donc dire que les 100 000 premiers euros ne sont pas fiscalisés. Et cet abattement, d'ailleurs, il s'applique par parent et par enfant. Donc si par exemple j'ai 3 enfants et que je donne, j'ai une 3 fois 100 000. Voilà, 300 000 euros net de fiscalité. Pour ce qui excède, en fait, on va appliquer un barème de droits de donation qui est progressif, avec des tranches basses, évidemment un taux marginal à 45%, mais ce qui va excéder ces 100 000 euros, on va commencer à appliquer le barème progressif des droits de donation. Alors, on pourrait être tenté effectivement de donner et de se dire qu'au final, ça sera plus intéressant que de payer des droits de succession. Mais là où il y a une petite restriction, c'est que afin d'éviter que les personnes ne transmettent par donation trop régulièrement, on a ce qu'on appelle la règle du rappel fiscal des donations tous les 15 ans. C'est-à-dire que les avantages qui existent en matière de droits de donation, en l'occurrence par exemple cet abattement de 100 000 euros, c'est une fois tous les 15 ans. C'est une fois tous les 15 ans. Ça se reconstitue tous les 15 ans. Donc quand on fait une donation, on regarde ce qui a été fait dans les 15 précédentes années et on ajuste la fiscalité en fonction. Et donc effectivement, tout dépend de l'âge à laquelle on cède son entreprise, si on reprend le cas, mais on peut se dire qu'on peut avoir 2 fois 15 ans devant soi, parfois. Pas, voilà, si on est très jeune. Alors, ça appelle une remarque. Effectivement, il vaut mieux commencer, alors d'un strict point de vue fiscal, à donner jeune pour avoir effectivement l'opportunité de renouveler cette démarche dans le temps. Mais il faut quand même conserver à l'esprit que la donation, c'est aussi juridiquement un appauvrissement. Et voilà, que ce qui est transmis. Oui, non, mais évidemment. Oui, il faut en tenir compte dans ses objectifs de vie, au regard du niveau de vie qu'on veut pouvoir maintenir pour soi-même. Qu'est-ce qu'on peut donner ? Enfin, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui peut rentrer dans le cadre de ces donations ? Effectivement, on évoquait tout à l'heure l'immobilier en pleine propriété ou en nue propriété. Et puis s'agissant de valeurs mobilières, je l'évoquais, on écarte par exemple le PEA. Le PEA ne peut pas. Ça, on peut pas le donner, ça. Alors, donc ça veut donc dire qu'il faut. Je reviens sur cette idée de tout à l'heure. Il faut réfléchir aujourd'hui à la façon dont on va structurer bien sûr, parce qu'il y a certaines enveloppes qui ne pourront pas être transmises par donation. L'assurance vie, on l'évoquait tout à l'heure, ne peut pas être donnée. Alors, sauf pour le PEA et pour l'assurance vie, faire des retraits ou des rachats. Casser le contrat, quoi.
Oui, ou faire du partiel. Je comprends. Récupérer une D'accord. fraction de son épargne. Je comprends. On passe au préalable par la case fiscale, bien sûr. impôt sur le revenu, voire prélèvements sociaux pour l'assurance vie. Pour le PEA, s'il a plus de 5 ans, on n'acquittera que les prélèvements sociaux. Et après, derrière, on a quand même la fiscalité de droit de donation. Donc, c'est pas forcément la stratégie la plus opportune. Donc, parmi les actifs qui peuvent être donnés, on peut, de façon en revanche intéressante, opportune, recourir à ce qu'on appelle le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation, c'est une enveloppe qui est souvent présentée comme l'enveloppe cousine germaine du contrat d'assurance vie. C'est un cadre aussi qui va permettre d'opérer une capitalisation des profits qui vont être générés au sein de cette enveloppe. Pendant la phase d'épargne, en quelque sorte, le contrat de capitalisation va fonctionner selon la même fiscalité que l'assurance vie, donc une fiscalité quand même favorable. La grande différence, c'est que le contrat de capitalisation, lui, ne va pas... Alors, si on considère le décès du contrat de capitalisation, ne va pas se dénouer comme le ferait un contrat d'assurance vie. Il va perdurer et il va être transmis comme un actif successoral dans la succession au profit des héritiers. Et il peut même être aussi donné. Donc ça, c'est très intéressant. Bien sûr. Et c'est d'autant plus intéressant que depuis quelques années, depuis la loi de finances pour 2018 et des précisions qui ont été apportées par l'administration fiscale fin 2019 de mémoire, l'administration est venue apporter une doctrine qui vient corriger certains bugs qu'il pouvait y avoir sur le contrat de capitalisation, de sorte que désormais, quand par exemple un parent donnerait, dans l'hypothèse où il donnerait un contrat de capitalisation à son enfant, si l'enfant derrière procède à des retraits sur le contrat de capitalisation, en matière d'impôt sur le revenu, en fait, toute la fraction des plus-values qui aura été constatée avant la donation sera finalement effacée. Il y a une remise à zéro au moment de la transmission des plus-values et de la fiscalité sur les plus-values ce qui n'était pas le cas antérieurement, de sorte qu'on cumulait finalement deux impositions, à la fois les droits de transmission, droit de donation et l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup Aurélie. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet, vaste sujet, l'enjeu de la transmission avec un cas particulier, en tout cas un cas standard effectivement d'un chef d'entreprise qui a réalisé sa cession. Aurélie Alamijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.